Lors d'une plongée de routine au large de Key West, en Floride, un submersible à 4 places s'en mêle dans l'épave d'un navire de guerre coulé. Ils ne peuvent pas se libérer et les sauveteurs doivent atteindre les hommes avant que leur système de survie ne s'épuise. Nous sommes le 17 juin 1973 et l'équipage du Johnson Sea Link se prépare à effectuer une plongée à 50 milles nautiques au large de Key West, en Floride. Il plonge vers l'épave de l'USS Fred T. Berry pour récupérer un piège à poissons conçu pour aider les scientifiques à surveiller les populations de poissons. Le Berry était un destroyer de la marine américaine mis en service juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir terminé son service en 1971, il a été sabordé à cet endroit au large de Key West pour créer un récif artificiel destiné à la faune marine. L'un des hommes à bord du navire de recherche, Robert Meek, est un ichthyologiste, c'est-à-dire un biologiste spécialiste des poissons. Il étudie les poissons qui habitent dans l'épave du Berry. Le Johnson Sea Link est un submersible spécialisé dans la recherche scientifique en grand fond. Il est autorisé à transporter des personnes et du matériel de recherche jusqu'à une profondeur maximale de 305 mètres. Il a été construit 2 ans plus tôt et est conçu pour transporter jusqu'à 5 membres d'équipage. L'équipage est réparti dans 2 compartiments distincts. Le compartiment du pilote est une sphère en acrylique de 1,5 m de diamètre et d'environ 10 cm d'épaisseur, ce qui offre une vue panoramique pendant la plongée. Pendant la plongée, le compartiment du pilote reste à la même pression atmosphérique qu'à la surface. Le compartiment arrière est un compartiment de plongée qui peut accueillir jusqu'à 3 plongeurs. Le compartiment de plongée permet la plongée en sas à grande profondeur. C'est un cylindre en aluminium de 2,5 m de long, d'1,50 m de diamètre, avec des hémisphères soudés à chaque extrémité. C'est similaire à ce à quoi ressemble le Titan d'Ocean Gate, sauf qu'il y a une trappe au fond pour que les plongeurs puissent en sortir et entrer dans l'océan comme dans une cloche de plongée. Le compartiment des plongeurs peut être pressurisé à la même pression que celle de la profondeur de l'océan, ce qui permet aux plongeurs de sortir par cette trappe et d'effectuer leur plongée. Les 2 compartiments ne permettent pas à l'équipage de passer de l'un à l'autre. Ils restent confinés soit dans celui du pilote, soit dans celui des plongeurs. Juste derrière le compartiment des plongeurs se trouve une sphère pour le gaz de plongée. Le gaz contenu dans le réservoir est composé de 86,5% d'hélium et de 13,5% d'oxygène. Ce cylindre peut supporter jusqu'à 130 bars de pression, mais je ne suis pas sûr qu'il soit plein au moment de la plongée, et je ne connais pas la capacité du cylindre. Le concepteur et constructeur du Sea Link était Edwin Albert Link, et il se trouve à bord du navire de soutien du Sea Link, le navire de recherche Sea Diver. Le Sea Diver a transporté le Sea Link de Key West jusqu'à l'épave du Berry au cours de la matinée. Les membres d'équipage du navire de recherche superviseront la plongée du Sea Link et, bien qu'il semble qu'il n'y ait pas de structure de commandement formelle, Edwin Link est en réalité le responsable de l'opération de plongée. À bord du Sea Link se trouve le pilote du navire, Archibald Menzies, et le scientifique Robert Meek dans le compartiment du pilote. 2 passagers, Albert Stover et Edwin Clayton Link, se trouvent dans le compartiment de plongée. Edwin Clayton Link est le fils d'Edwin Albert Link et il est seulement connu sous le nom de Clayton. Bien que ces 2-là se trouvent dans le compartiment de plongée, ils ne prévoient pas de plonger et, tout comme le compartiment du pilote, le compartiment de plongée sera scellé et maintenu à la même pression que la surface. Il ne sera pas pressurisé pour effectuer une sortie. C'est une plongée de routine et selon l'enquête de la garde côtière américaine sur la plongée, c'est la 130e plongée que le Sea Link effectuera. Ce rapport de la garde côtière fournit des détails sur la plongée, d'où j'ai tiré l'essentiel de ce récit. Avant le départ des hommes, tous se préparent. Le rapport de la garde côtière me semble indiquer qu'ils sont plutôt laxistes sur la sécurité. Dans le compartiment de plongée, Stover et Clayton Link, qui sont là en tant qu'observateurs scientifiques, ne portent que des shorts et des t-shirts. Il fait vraiment froid à la profondeur de plongée prévue et leur choix de vêtements ne tient pas compte d'éventuels retards ou difficultés. Meek, qui sera dans le compartiment du pilote, les prévient, mais il ne change pas de vêtements. Le contrôle de sécurité avant le lancement du Sea Link est effectué par un pilote stagiaire au lieu de Menzies. Il découvre un problème potentiel. Le pilote stagiaire constate que l'un des 2 ventilateurs de l'épurateur de CO2 dans le compartiment du pilote ne fonctionne pas. L'épurateur de CO2 est là pour absorber l'excès de dioxyde de carbone et maintenir l'air du compartiment du pilote respirable. Elle fonctionnera avec un seul ventilateur, mais sans le deuxième, il n'y aura plus de secours.
Au lieu de réparer le ventilateur, le pilote stagiaire signale le problème à Menzies, de façon désinvolte, alors que ce dernier monte à bord pour la plongée. L'expédition se poursuit sans ventilateur de secours. Le vaisseau est mis à l'eau et à 08h36, le Sea Link s'immerge sous la ligne de flottaison. Il descend directement et 9 minutes plus tard, les 4 hommes se trouvent à 104 mètres de profondeur sur le fond de l'océan. Le pilote Menzies coupe le moteur afin de pouvoir estimer les conditions de courant sous-marin en observant à quel point le Sea Link dérive dans l'eau. Il estime que la dérive est d'environ 0,4 nœuds et que la visibilité est mauvaise. C'est assez normal à 100 mètres de profondeur dans cette zone de Key West. Avant de partir, il règle le navire pour qu'il ait une flottabilité légèrement négative, ce qui signifie qu'il va s'enfoncer légèrement dans l'eau. Il fait cela pour avoir un meilleur contrôle sur l'engin et pour l'empêcher de remonter à la surface et de toucher quoi que ce soit lorsqu'ils seront plus près du navire de guerre coulé. Ensuite, il se dirige vers l'épave du Berry. À 09h04, l'équipage aperçoit la chaîne d'ancre du Berry alors qu'il approche du navire. Il se trouve du côté nord du Berry. Ils doivent remonter et passer au-dessus du navire pour atteindre l'autre côté où se trouve le piège à poissons. Ils passent au-dessus du Berry, puis Menzies redépose le Sea Link sur le fond de l'océan juste après le piège à poissons. Il fait demi-tour et se prépare à s'approcher du piège. Le piège à poissons est placé à 4,5 mètres du Berry. C'est un bon endroit pour piéger des poissons, mais ils doivent faire attention car ils sont très proches de l'épave. Ils s'approchent du piège lentement et prudemment en manipulant ses moteurs latéraux, ses moteurs arrière et les 2 propulseurs d'étrave. Ils n'ont que 12 mètres à parcourir pour atteindre le piège, ce qui ne prend que quelques instants. En s'approchant, Menzies sent une odeur de brûlé dans le poste de pilotage et soupçonne un défaut électrique. Ils ouvrent les capots électriques pour vérifier, mais ne trouvent aucun problème. J'imagine que le problème distrait Menzies et l'inquiète probablement, mais ils ne trouvent aucune panne. Ils continuent et arrivent au piège. Ils doivent seulement le ramasser et le remonter à la surface. Cela devrait être une procédure simple. À l'avant du Sea Link se trouve un bras de 2,5 mètres avec une fourche à son extrémité. Pour ramasser le piège, la fourche est poussée sur la corde du piège à poissons, qui est une ligne avec 2 bouées de flottaison qui maintiennent la ligne en haut. Lorsque la fourche du bras s'accroche à la ligne, un dispositif de verrouillage fixe la ligne en place, comme lorsqu'on accroche un mousqueton à une corde. Les bouées de flottaison empêchent la ligne de sortir de la fourche, la récupération est terminée. Menzies tente de récupérer le piège. Il place la ligne de récupération dans la fourche, mais le verrouillage échoue et la ligne ressort. Il réessaie. Le bras est fixé au plafond. Ce n'est pas un bras robotique. Pour récupérer la ligne, le pilote Menzies doit manœuvrer le Sea Link pour le mettre en position. Il recule le Sea Link sur une courte distance pour réessayer. Il place la ligne dans la fourche et, encore une fois, le dispositif de verrouillage échoue. Il recule et réessaie. Encore une fois, l'équipement échoue. Après 3 tentatives infructueuses, l'équipage décide que cela ne va pas fonctionner et ils abandonnent la mission. Je suppose qu'ils prévoient de remonter à la surface, de faire réparer le dispositif de verrouillage sur le bras, puis de revenir pour réessayer. Pendant qu'il éloigne le Sea Link du piège, Menzies laisse la proue du navire s'abaisser et s'incliner légèrement vers bâbord, à environ 5 à 10 degrés. Le point de pivot se trouve au centre du submersible. Lorsque Menzies incline la proue vers bâbord, la poupe se soulève d'autant vers tribord. Ensuite, Menzies recule encore davantage le Sea Link du piège afin qu'il puisse s'éloigner suffisamment du Berry pour pouvoir remonter à la surface. Ils sont sur le fond de l'océan depuis 1 heure maintenant et il est environ 9h45. Alors que Menzies recule le Sea Link, toujours incliné à un léger angle, il s'arrête brusquement avec un à-coup. Le navire est coincé sur un câble provenant d'un mât du navire coulé, mais Menzies ne peut pas le voir. Il est accroché par un crochet du côté tribord du Sea Link. C'est le même type de crochet qu'ils utilisent donc pour essayer d'attraper le panier à poissons, mais celui-ci fonctionne. Il est également coincé sous d'autres parties du Sea Link qui dépassent du côté tribord. Menzies ne peut pas voir parce que sa vue de cette zone est obstruée par une unité de climatisation. La visibilité depuis la bulle du pilote est très bonne, sauf pour ce angle mort en particulier. Ils déplacent le submersible pour essayer de les faire sortir, mais ils ne peuvent pas s'échapper. Ils peuvent se déplacer d'environ 6 mètres dans n'importe quelle direction ou pivoter sur un arc d'environ 270 degrés, mais c'est tout.
Ils sont coincés à 110 mètres de profondeur, sans aucun moyen évident de s'échapper. Les 4 hommes dans le Sea Link commencent à évaluer la situation dans laquelle ils se trouvent pour déterminer ce qu'ils peuvent faire. La communication entre le compartiment du pilote et le compartiment de plongée passe par un système d'interphone. Menzies et Mick, dans le compartiment du pilote, doivent passer du mode écoute au mode parole lorsqu'ils communiquent avec les 2 hommes dans le compartiment de plongée. Stover et Clayton Link peuvent en parler ou écouter via l'interphone sans utiliser d'interrupteur. La ligne du compartiment de plongée reste toujours ouverte pour que les pilotes surveillant les plongeurs, qu'ils peuvent aussi voir par un hublot à l'avant du compartiment. Menzies tente encore quelques manœuvres pour libérer le Sea Link, mais ils pensent qu'ils ne feront que s'en mêler davantage, alors ils décident d'arrêter. À 09h53, Menzies appelle le Sea Diver à l'aide d'un téléphone sous-marin pour informer l'équipe de commandement de plongée de la situation. Après avoir parlé aux hommes du Sea Link, l'équipe du Sea Diver contacte la garde côtière par radio pour signaler la situation et demander des plongeurs de la marine. D'après le rapport de la garde côtière, il semble que ni la garde côtière ni l'équipage du Sea Diver ne pensent que le danger est immédiat. Une demande de plongeurs peut sembler assez drastique, mais peut-être que personne n'est inquiet parce qu'ils pensent avoir largement le temps d'effectuer un sauvetage, soit avec des plongeurs, soit par un autre moyen. Ils comptent sur le système de survie du Sea Link pour garder l'équipage en vie le temps d'organiser un sauvetage. Il leur faut juste trouver comment sauver le navire. Ils passent l'appel à la garde côtière à 10h05. L'information est transmise dans la chaîne de commandement de la garde côtière, puis à la marine américaine. La marine décide d'envoyer le navire de sauvetage de sous-marins USS Stringer depuis Key West sur les lieux. Ce navire a des plongeurs à bord ainsi que d'autres équipements de soutien à la plongée et c'est le navire approprié pour effectuer ce type de sauvetage. Le départ du navire est prévu pour 15 heures. Pendant que les gardes-côtes et la marine commencent à coordonner un sauvetage, une discussion a lieu entre l'équipage de commandement de plongée sur le Sea Diver et les hommes dans le Sea Link au sujet de la possibilité d'effectuer une plongée par sas. Le plan proposé est qu'un homme sorte du compartiment de plongée dans la mer pour démêler le Sea Link du câble en acier. C'est un plan simple et cela peut sembler être une solution évidente et facile. Mais malheureusement, les choses ne sont pas simples en plongée par sas. Le compartiment de plongée possède 2 écoutilles, une qui s'ouvre dans le compartiment de plongée et une qui s'ouvre vers l'extérieur dans la mer. Pour pouvoir ouvrir la trappe et effectuer une plongée en sortie sèche, ils doivent augmenter la pression à l'intérieur du compartiment jusqu'à ce qu'elle soit égale à la pression de l'eau. Si la pression n'est pas équilibrée, la trappe extérieure ne s'ouvrira pas. Ils disposent même de gaz comprimé dans le bouteille d'alimentation en gaz. Ils pourraient utiliser ce gaz pour égaliser la pression de la chambre, mais c'est un pari risqué. L'augmentation de la pression fera croître la pression partielle d'oxygène dans le compartiment de plongée. À leur profondeur de 110 mètres, la pression ambiante est de 12 atmosphères. L'oxygène, à 13,5%, aura une pression partielle de 1,62. Les hommes devraient respirer de l'oxygène à cette pression partielle élevée dans le compartiment de plongée. L'air que nous respirons au-dessus de la surface de l'eau a une pression partielle d'oxygène de 0,2. Le niveau maximal que nous pouvons tolérer est de 1,6 pendant une courte période. Le Dr Youngblood, un expert en physiologie de la plongée qui se trouve à bord du navire de soutien Sea Diver, estime que toute exposition de plus de 2 heures à cette pression partielle pourrait être fatale. Il déconseille cette tentative. Si les hommes plongent mais découvrent qu'ils ne peuvent pas dégager le navire et qu'ils doivent attendre dans le compartiment de plongée, les sauveteurs à la surface n'auront que 2 heures pour les sortir de là. Peu de temps après avoir décidé de ne pas tenter une plongée de sortie, vers 10h30, Menzies détecte une accumulation de CO2 dans le compartiment du pilote. Il informe le Sea Diver puis vérifie le filtre à CO2. Ce qu'il découvre, c'est que le seul moteur de ventilateur qui fonctionnait s'est maintenant arrêté. Le filtre à CO2 fonctionne en faisant passer de l'air à travers une cartouche contenant une substance appelée baralim. Le baralim absorbe le CO2. Et le ventilateur fait simplement circuler l'air à travers le baralim pour favoriser l'absorption du CO2. Sans ventilateur, cela ne fonctionnera pas et le CO2 atteindra des niveaux toxiques. L'exposition à des niveaux élevés de dioxyde de carbone peut être rapidement fatale, mais Menzies a une idée. Il enlève sa chemise et vide la chaux en poudre du filtre dans sa chemise. Ensuite, il tient sa chemise remplie de chaux devant les ventilateurs de climatisation dans le compartiment du pilote.
Ça marche, ce système crée un filtre à CO2 artificiel pour remplacer celui qu'ils ont perdu. Sans cette réparation improvisée, les niveaux de CO2 monteraient à des niveaux toxiques puis mortels. Si les niveaux de CO2 augmentent, il y a une réserve d'oxygène d'urgence qui peut être respirée à travers un masque à oxygène. Cependant, la réserve est limitée et ils ne veulent pas finir par en dépendre. D'après le rapport, il semble qu'ils n'ont que quelques heures d'air dans le compartiment du pilote. Mais pour l'instant, tout va bien. À 11h30, Menzies informe le Sea Diver que les niveaux de CO2 dans le compartiment du pilote sont en train de baisser. Ils échangent le t-shirt de Menzies contre une cartouche de baralim de rechange pour créer une solution plus permanente. Et Menzies garde le baralim de la cartouche d'origine pour plus tard, au cas où ils en auraient besoin. Les efforts à la surface commencent à s'intensifier. Vers midi, un petit bateau du Sea Diver essaie de descendre une ligne de bouée jusqu'au Sea Link. Les plongeurs de la marine pourront utiliser la ligne pour descendre directement au navire en détresse dès leur arrivée. Sinon, ils devront positionner le Tringer aussi précisément que possible, puis descendre les plongeurs, ce qui n'est pas une tâche facile à plus de 100 mètres de profondeur. Il y a une ligne de bouée qui marque le Berry, mais elle ne descend pas jusqu'au Sea Link. Ils connaissent la position approximative de le Berry, et ils savent que le Sea Link se trouve au sud de celle-ci, mais obtenir une localisation précise est difficile, et ils ont besoin d'une localisation précise. Les plongeurs du Tringer utiliseront du gaz fourni en surface. Cela signifie qu'ils ont un long tuyau qui descend avec eux. S'ils descendent au mauvais endroit, ils devront traîner 100 mètres de tuyau dans l'eau. Ou pire, s'ils atterrissent sur le Berry, ils pourraient accrocher leur propre ligne d'alimentation sur le navire. Le Sea Diver essaie de descendre une ligne, mais la ligne qui marque le Berry est dans le chemin. Pendant ce temps, les commandants de la marine à Key West contactent le groupe de développement des sous-marins à San Diego pour demander de l'aide. Ils préparent une cloche de plongée mobile avec du personnel de soutien et de l'équipement pour être livrée par avion à Key West. La cloche de plongée offre une alternative si les plongeurs du Tringer ne parviennent pas à secourir le navire. Peu avant que la cloche de plongée parte de Californie, l'USS Tringer arrive sur place. Le docteur Youngblood et l'équipe de soutien à bord du navire de soutien à la plongée Sea Diver calculent combien de temps les épurateurs de CO2 dans le Sea Link tiendront. Ils doivent durer aussi longtemps qu'il faudra pour que le Sea Link soit secouru. En partant du principe que la température dans le navire restera à 21 degrés Celsius, ils calculent que le compartiment du pilote disposera de 42 heures et le compartiment de plongée de 61 heures. Donc, même si la situation est urgente, au moins ils ont beaucoup de temps. Il est maintenant 16h15 et le Sea Link est coincé au fond de la mer depuis 6h30. Depuis l'arrivée du Tringer, il essaie de se positionner avec précision au-dessus du Sea Link. Ils ont tenté de localiser précisément le submersible en descendant des lumières dans l'eau pour que Menzies les voie. Menzies fait alors clignoter les lumières du Sea Link pour être repéré par le Tringer. Ils parviennent à se repérer mutuellement, mais selon le rapport des gardes-côtes, ils n'arrivent pas à obtenir une localisation précise. Ils doivent donc estimer la position aussi précisément que possible. Le Tringer commence à manœuvrer pour installer un mouillage à 4 points au-dessus de la position du Sea Link. Pour envoyer des plongeurs, ils ont besoin de la stabilité d'un mouillage à 4 points, mais cela prend du temps à installer. Vers 20h15, le Tringer termine son mouillage à moins de 10 mètres de la ligne de bouée marquant le Berry. L'espoir est que le positionnement soit précis et que les plongeurs descendent assez près du Sea Link. Alors que les plongeurs du Tringer se préparent à plonger, les épurateurs de CO2 du compartiment de plongée du Sea Link dysfonctionnent. La température a chuté à l'intérieur du compartiment. À des températures plus basses, la capacité de la chaux sodée à absorber le CO2 diminue considérablement. La température chute plus vite dans le compartiment de plongée en aluminium que dans celui en acrylique du pilote. Selon le rapport de la garde côtière, la température dans le compartiment de plongée pourrait descendre jusqu'à 7 degrés Celsius. Les hommes vêtus de shorts et de t-shirts souffrent du froid et la chaux sodée perd rapidement de son efficacité. À la surface, ils ont calculé la réserve d'air en se basant sur une température de 21 degrés Celsius. Lorsque la chaux sodée cessera de fonctionner, le dioxyde de carbone dans le Sea Link deviendra toxique. Ils devront passer à l'utilisation de l'oxygène fourni par le masque, qui provient d'une bouteille haute pression. Bien qu'il ne soit pas précisé dans le rapport des gardes-côtes exactement quelle quantité d'oxygène est disponible, il s'agit d'une réserve limitée.
Vers 22 heures, Stover et Clayton signalent que la chaux contenue dans leur épurateur de CO2 a perdu toute efficacité. Et à 22h25, ils passent à l'utilisation des masques à oxygène. Selon le rapport de la garde côtière, à mesure que le taux de CO2 augmente dans le compartiment de plongée, la pression interne dans ce compartiment s'élève également jusqu'à environ 2 atmosphères. La pression continue d'augmenter jusqu'à atteindre 3 atmosphères à 22h45. Les hommes respirent de l'oxygène provenant d'une bouteille sous pression. Lorsque le gaz passe d'une bouteille haute pression dans le compartiment de plongée, la pression dans le compartiment de plongée augmente. 2 scaphandriers du Tringer commencent leur descente de 110 mètres pour tenter de localiser les hommes. Depuis une profondeur de 96 mètres, ils aperçoivent le Sea Link. Ils peuvent le voir sous l'eau depuis le côté du Berry et il est accroché à quelque chose. Ils sont assez proches pour voir le submersible, mais ils ne peuvent pas l'atteindre. Leur chemin est bloqué par l'épave du Berry. Ce qui ressemble à une antenne radar se trouve sur leur chemin, ainsi que d'autres obstacles. Ils ne peuvent pas franchir les obstacles avec leurs ombilicaux, donc ils ne peuvent pas atteindre ni libérer les hommes. Aller plus loin signifierait prendre un gros risque de s'en mêler. Ils interrompent la plongée et remontent à la surface. Alors que les plongeurs du Tringer remontent lentement en effectuant des paliers de décompression, le personnel à bord du navire de soutien Sea Diver reconsidère la possibilité d'une plongée en sas. C'est une discussion brève. Stover et Clayton, dans le compartiment des plongeurs, ne veulent pas risquer de quitter le Sea Link. L'équipage du Sea Diver accepte leur décision. À 23h11, l'approvisionnement en oxygène est épuisé dans le compartiment des plongeurs. Stover et Clayton passent à la réserve de gaz hélium et oxygène à l'arrière du navire. Pendant que les plongeurs du Tringer remontent, le navire se repositionne pour faciliter la prochaine plongée. Dans le Sea Link, la pression du compartiment de plongée augmente. Elle atteint 10 atmosphères à minuit et à 0h15, l'écoutille s'ouvre brusquement lorsqu'elle atteint l'équivalent des 12 atmosphères de la pression de l'eau environnante. Encore une fois, l'équipe a discuté de la possibilité de faire une plongée de sortie. Le rapport des gardes-côtes livre peu d'informations sur cette conversation, mais j'imagine que l'équipage du Sea Diver devient assez désespéré. Peut-être qu'ils essaient de convaincre Stover et Clayton de faire la plongée. Peut-être qu'Edwin Link pense que c'est le seul espoir pour son fils et Stover. Il dispose d'une réserve décroissante de gaz riche en oxygène et une fois qu'elle sera épuisée, le taux de CO2 augmentera. Ils évoquent l'idée d'une plongée de sortie avec les 2 hommes dans le compartiment des plongeurs, mais selon le rapport des gardes-côtes, ils disent qu'ils ont trop froid pour essayer. L'équipage du Sea Diver accepte la décision des 2 hommes dans le Sea Link et espère qu'un sauvetage par plongée depuis le Tringer réussira. À 0h30, les communications deviennent silencieuses avec les hommes dans le compartiment de plongée pendant que Menzies essaie d'aider le Tringer à se positionner directement au-dessus de lui. Il regarde les lumières suspendues sous le Tringer pour aider à leur positionnement. On ignore quelles informations sont disponibles sur les hommes dans le compartiment de plongée. Il n'y a plus de contact avec eux après 0h30, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont inconscients ou si les communications ont cessé de fonctionner. Les 2 hommes risquent fort de devenir progressivement incapables de répondre ou de réagir à toute tentative de contact. Nous ne savons pas à quel moment leur niveau d'oxygène chute au point qu'ils perdent le connaissance. Il semble qu'ils sombrent simplement dans le silence. À 01h12, le 18 Menzies signale à la surface que Stover et Clayton Link souffrent tous 2 de convulsions. Les 2 hommes souffrent maintenant d'une intoxication au dioxyde de carbone. Il y a une faible chance qu'ils puissent encore être sauvés si les plongeurs de Tringer les atteignent rapidement. Edwin Link apprend que son fils est en train de mourir au fond de la mer, à 100 mètres sous lui. L'attention se porte maintenant sur les 2 hommes dans le compartiment du pilote. Leur bulle en acrylique est mieux isolée que le compartiment du plongeur, mais il fait de plus en plus froid. Finalement, le baralyme dans leur épurateur de CO2 cessera de fonctionner. Ensuite, Menzies et Mick devront également passer à leur réserve d'oxygène de secours. 13 minutes passent, et à 01h35, les plongeurs du Tringer commencent leur 2e plongée vers le Sea Link. Il leur faut 8 minutes pour atteindre le fond. Ils informent Menzies qu'ils ont terminé leur descente. Menzies scrute le fond de l'océan à la recherche des lampes des plongeurs. Il faut imaginer un sentiment de panique qui monte chez Menzies et Mick dans le compartiment du pilote. Dans le compartiment derrière eux, leurs collègues sont en train de convulser.
Je suis sûr qu'ils s'inquiètent non seulement pour Stover et Clayton, mais commencent aussi à penser qu'ils pourraient en subir le même sort. Menzies doit espérer que les plongeurs ont atterri assez près pour secourir le Sea Link. Il pourrait là même sauver les hommes dans le compartiment de plongée s'il les ramène rapidement à la surface. Ils regardent mais ils ne voient pas leur lumière. Une fois de plus, les plongeurs ont atterri du mauvais côté de Duberry et ils doivent interrompre la plongée. Lors de la deuxième plongée, la cloche de plongée mobile arrive, transportée par avion de Californie à Key West, puis transportée par navire de soutien jusqu'à l'emplacement. Elle est transférée sur le Tringer à 2h45 le 18 juin. Au cours des heures suivantes, la cloche de plongée est préparée et une tentative est faite pour plonger jusqu'au Sea Link à 6h05. 2 plongeurs sont dans la cloche. Ils descendent à 85 mètres dans la cloche puis commencent leur plongée en utilisant la cloche comme point de départ. Un plongeur sort de la cloche. Il est immédiatement emporté par un fort courant. Le courant est si puissant qu'il s'emmêle dans son ombilical et ne peut pas descendre plus loin. Il lui faut 15 minutes pour se démêler et revenir à la cloche. Ils abandonnent la tentative et ramènent la cloche à la surface. L'USS Amberjack arrive sur les lieux. Les sauveteurs consultent les cartes et découvrent que c'est un courant de marée et que la prochaine étale est vers midi. Il y a un autre retard de quelques heures. À 09h51, il renvoie la cloche sous l'eau avec des lumières attachées et sans plongeur afin de déterminer l'emplacement exact pour leur prochaine plongée. Quand ils descendent de la cloche, le courant la pousse contre l'épave et elle se coince. Ils ne peuvent plus ni la descendre ni la remonter. L'équipe de secours se regroupe et élabore un autre plan. À 12h40, un submersible appelé le Perry Submarine, arrivé à bord de l'USS Amberjack, est envoyé pour localiser le Sea Link. Il doit remonter 1h30 plus tard car son sonar ne marche pas. Il ne localise pas le Sea Link, qui est maintenant piégé depuis 30 heures au Titeconesh. Les 2 hommes dans le compartiment du plongeur, Stover et Clayton Link, ne répondent plus depuis plus de 13 heures. Juste avant que le Perry Submarine fasse surface, le navire de sauvetage, le moteur-vaisselle AB Wood 2, arrive en mer. Au moment où le Wood arrive, la chaussodée dans le compartiment du pilote est épuisée et les 2 hommes doivent passer à l'utilisation de leur masque à oxygène. Il ne leur reste que quelques heures d'oxygène. Je suis sûr que Menzies et Meek espèrent ne pas avoir à subir le même sort que Stover et Clayton Link. Tous les espoirs se tournent maintenant vers le navire nouvellement arrivé, le Wood. Le navire dispose d'un ROV sous-marin équipé d'une caméra qui peut être manœuvrée par le personnel en surface. S'ils parviennent à l'amener jusqu'au Sea Link, ils pourraient en réussir à déterminer quoi faire. Le Wood met à l'eau son ROV environ 1h30 après son arrivée, juste après 15 heures. Ils descendent dans la caméra du ROV et obtiennent pour la première fois une image claire de la situation du Sea Link. L'équipage du Wood peut voir le câble qui a accroché le Sea Link sur son côté tribord. Après que le docteur Youngblood et l'équipage du Sea Diver ont mal calculé la vitesse à laquelle la chaussodée se détériorerait en raison des températures plus chaudes, il craint maintenant que les hommes dans le compartiment du pilote n'en soient à leurs dernières heures d'air respirable. Le temps presse, alors l'équipe de secours élabore un plan risqué. Ils ramènent le ROV à la surface, y attachent un grappin à plusieurs branches avec un câble en acier de 3 mètres, puis le redescendent. Grâce à la caméra, ils parviennent à accrocher un des crochets du grappin au Sea Link. Menzies voit le crochet s'accrocher et en informe la surface à 16h41. À la surface, Wood commence à treuiller le ROV qui a maintenant le Sea Link attaché à l'extrémité du câble. Au début, le submersible s'incline fortement, maintenu vers le bas à l'arrière tribord par le mousqueton qui s'est accroché à l'épave. Puis le mousqueton qui retient le câble s'ouvre et le câble qui les maintenait au fond de l'océan se détache. Le Sea Link remonte à la surface tandis que la ligne est remontée. Seulement 12 minutes plus tard, à 16h53, le Sea Link est enfin hissé à l'air libre. Menzies et Meek survivront. Comme dans le compartiment du plongeur, quand Menzies et Meek ont utilisé la bouteille d'oxygène, la pression dans la chambre du pilote a augmenté. Après être remontés, ils sont transférés dans la chambre de recompression du Tringer. Leur décompression commence à 17h15. Ensuite, les sauveteurs se concentrent sur Stover et Clayton Link. Il reste une faible chance qu'ils soient inconscients mais vivants.
Ils remorquent le Sea Link jusqu'au Sea Diver et le hissent à bord. Ils peuvent voir Stover et Clayton Link à travers les hublots du compartiment de plongée. Il n'y a aucun signe de vie et cela fait longtemps qu'il n'y a plus eu de réponse de la part des hommes. Mais ils vont quand même essayer de les ranimer. Le Sea Diver s'approche du Tringer et prend un tuyau d'air pressurisé depuis le navire. Il l'utilise, pour ventiler le compartiment de plongée alors qu'il est encore sous pression. Il pulvérise de l'eau chaude sur les parois du compartiment en aluminium pour essayer d'augmenter la température intérieure. On espère que si les hommes sont encore en vie, l'air et la chaleur les ranimeront. Les 2 hommes sont laissés à l'intérieur du compartiment de plongée pendant qu'il se remplit d'air respirable et se réchauffe. À 18h45, le ROV et la caméra sont utilisés pour récupérer la cloche de plongée bloquée. Menzies et Mick terminent leur décompression à 19h15 et sont déclarés médicalement aptes. À 23h, la cloche de plongée est libérée et hissée à bord du Tringer. Tout est rangé et tout le monde est en sécurité, sauf Stover et Clayton Link dans le compartiment de plongée du Sea Link. 14 heures passent sans aucun signe de vie des 2 hommes. Les médecins à bord déclarent les 2 hommes morts. La ventilation et l'alimentation en eau chaude sont arrêtées et ils commencent à dépressuriser le compartiment pour récupérer leur corps. Une autopsie révèle que les 2 hommes sont morts d'une intoxication au dioxyde de carbone.